Notre future ex-première ministre assume vouloir augmenter massivement les impôts des Français. On va donc regarder sa dernière apparition. C'est hyper sympa. Et puis ensuite, on dira un mot de la stratégie d'investissement qui vous permet d'encaisser ces périodes où ça baisse, ça baisse, ça baisse et on n'en voit pas le fond. Alors, Lucie Malcasté a donné ce matin une interview à RMC et vous allez voir, c'est assez intéressant, mais ce que je trouve le plus rigolo avant d'en arriver là, c'est les PNJ sur Twitter qui arrêtent pas de tweeter « On veut Lucie Casté, on veut Lucie Casté, donnez-nous Lucie Casté !» Évidemment, les Français n'en veulent pas. Vous avez 58% des Français qui ne veulent pas que Macron nomme Lucie, on va l'appeler Castex. Vous préférez que je l'appelle Castex ou Casté? Moi, je m'en fous complètement. De toute façon, dans quelques semaines, on aura oublié son nom. En tout cas, les Français n'en veulent pas. Et comme elle assume vouloir gouverner avec l'ultra-gauche, à savoir la France Insoumise, eh bien, son gouvernement sera immédiatement censuré. Mais regardez comment elle répond à cette question, parce que vous voyez qu'elle a bien appris ses leçons dans cette école à blabla qu'est l'ENA. Je suis cassé depuis le 7 juillet, tous les députés du RN, tous les députés des Républicains, tous les députés du camp présidentiel disent s'il y a un seul ministre insoumis dans ce gouvernement, nous déposons et nous votons une motion de censure. Pourquoi voulez-vous à tout prix vous faire censurer? On ne veut pas se faire censurer, on veut mettre en œuvre notre programme. Mais là, vous entendez ce que je dis? Bien sûr, vous dites, il y aura un ministre insoumis, voire plusieurs. Eux, ils disent s'il y en a un, vous tombez dans la minute. Mais je pense que les députés prendront leurs responsabilités quand on leur proposera des projets de texte qui sont conformes aux engagements du nouveau Front populaire qui ont reçu l'assentiment des Français. Ils prendront leurs responsabilités. Encore une fois, je pense qu'il y a un large consensus sur le fait qu'il faut renforcer nos services publics, qu'il faut abroger la loi sur la réforme des retraites. Qu'elle maîtrise toutes les techniques de langue de bois et c'est bien, donc elle est capable de recadrer la question. Non, je ne veux pas me faire censurer, je veux mettre les députés face à leurs responsabilités. La raison, parce que vu que le RN est gauchisant, quand ils vont commencer à faire leur petite magouille pour réformer la réforme des retraites, ce qui veut dire donc massacrer les actifs pour financer les retraités les plus jeunes du monde, c'est ça leur objectif, vous allez avoir une alliance avec le RN. C'est d'ailleurs le drame de la France, c'est qu'il n'y a pas de parti de droite. Au plan économique, il n'y a pas de parti de droite. Vous avez des droitardés, mais il n'y a pas de libéraux. Sondage ce matin, Elab pour BFM TV, 58% jugent que le président ne doit pas vous nommer à Matignon. Ça vous surprend, ce résultat? Ce sondage, il est parfait, merci de l'avoir commandé. En réalité, il y a 48 heures, j'étais totalement inconnue des Françaises et des Français. Aujourd'hui, on a 41% des Français qui disent que Emmanuel Macron... Alors, c'est une bonne actrice, mais je pense qu'elle se concentre tellement sur le fait d'avoir l'air sympa et de ne pas avoir l'air affectée par le sondage qu'elle a oublié les mathématiques. Donc, cocotte, 100 moins 58, ça fait pas 41, ça fait 42. Mais vu sa gestion calamiteuse des comptes de la ville de Paris, ça nous étonne pas qu'elle soit si mauvaise en maths. Et donc, si on en revient au sujet des impôts, voilà ce qu'elle nous dit. Restons kamikazes, nous sommes sereins, nous sommes au travail, et je pense que nous sommes responsables. Si je reviens sur le fond, nous sommes plus responsables que ce que le gouvernement sortant a fait, y compris sur le plan économique. Par exemple, nous proposons de renforcer les recettes de l'État. Et donc là, c'est triste parce que le journaliste ne l'a pas prompté là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, ce joli terme de renforcer les recettes de l'État? Ça veut dire qu'on essaie de sortir d'une crise qui est causée par un trop-plein d'État. On a trop de fonctionnaires, et notamment beaucoup trop de fonctionnaires qui servent absolument à rien. On a beaucoup trop de dépenses sociales. On met de l'argent pour financer absolument tout et n'importe quoi. On finance des associations de gens qui nous détestent. C'est ce qui fait qu'on a tout un pan de l'économie qui nous coûte très cher et qui ne sert à rien. C'est ça le drame de la France. C'est que pour financer toute une partie de l'économie de tamponneurs de formulaires et de faiseurs de manifestations, on se retrouve à écrabouiller les actifs pour développer une part croissante du pays qui est tout à fait improductive. Et dans ce contexte, on a notre candidate première ministre qui arrive en disant on va taxer encore plus les Français. Alors évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans une grande phase de paralysie, mais dites-vous bien que même si cette phase de paralysie profite au Rassemblement National, le Rassemblement National, au plan économique, est un parti de centre-gauche. C'est un parti qui va également miser à fond sur le tout service public, comme si les Français avaient une demande de service public. Je sais pas d'où ça sort ça, ce délire, les Français veulent plus de service public. C'est quoi un service public?
public? Un service public, c'est simplement des impôts. Et le problème des services publics, c'est pas qu'ils sont sous-financés, c'est que les gens qui travaillent dedans ne bossent pas assez. C'est qu'ils passent leur temps à se faire des cafés en ayant l'air éreintés. C'est un problème que service public égale inefficacité. Et toutes les fois qu'on peut remplacer du service public par du service privé, ce serait une très bonne chose. Dans l'éducation, ce serait une bonne chose. Dans la santé, évidemment, ce serait une bonne chose. Il faudrait qu'on puisse avoir à chaque fois une alternative privée face aux soins publics, et ce serait le meilleur moyen de désengorger les hôpitaux. Mais pour permettre à ces activités de se développer, il faut baisser massivement les impôts, que ça puisse être intéressant d'entreprendre en France, et réalisez bien que privatiser, ça veut dire rendre au peuple. C'est ça que les gens ne comprennent pas, et c'est pour ça que des gens comme ça peuvent continuer de mentir en disant les Français ont une demande de services publics. Non, non, les Français ont une demande de services qui sont efficaces et bien rendus, et le service public ne peut pas faire ça. C'est pour ça qu'il faut privatiser, parce que privatiser, ça veut dire rendre à l'initiative citoyenne. Ça veut dire que ça devient possible pour n'importe qui de se dire, voilà, je suis pas satisfait de l'école, je vais créer une école. Je suis pas satisfait de l'hôpital, je vais créer un hôpital. Et je pourrais le faire d'autant mieux que je ne me ferai pas éclater d'impôts. Mais ça, c'est très difficile de le développer en France. Pourquoi? Parce qu'on est dans une fuite en avant où on essaie de régler tous les problèmes en mettant plus d'argent public, en empilant des inefficaces sur des inefficaces, et on fait ça en matraquant les forces productives du pays. Donc derrière son rouge à lèvres, son maquillage et son faux sourire, on a comme d'habitude une rouge qui va continuer de détruire le pays. Ensuite, regardez cette séquence. Très simple, et pourtant la réponse est assez compliquée. Le Hamas, selon vous, est-il une organisation terroriste? Oui. Sans problème. Le programme du nouveau Front populaire est extrêmement clair à ce sujet. Il y a une priorité, c'est que les massacres en cours à Gaza cessent et que les otages soient libérés. Ceux qui ont dit le contraire se sont disqualifiés selon vous? On est hyper content de savoir qu'une des priorités de la première ministre de la France, c'est de faire cesser une guerre dans des pays étrangers. Je pense vraiment que c'est une des priorités des Français, et vous avez bien compris tout l'intérêt de cette séquence politique, c'est que en agitant des drapeaux palestiniens dans leurs manifs, ça permet de rassembler la racaillosphère, et ça permet d'avoir une masse critique pour continuer de faire le bazar, et ils en auront bien besoin quand il va s'agir de bloquer le pays, parce que on va rentrer bientôt dans la phase de kermesse où ils vont bloquer les transports publics, et ensuite où ils vont bloquer les écoles. Ils vont encore embêter les parents avec les grèves des collèges, avec les grèves des lycées et avec les grèves des écoles. Donc ils continuent de faire comme si d'une part c'était un sujet qui préoccupait les Français, et par ailleurs ils continuent de faire comme si la France avait quelque chose à voir là-dedans, comme si le Premier ministre de la France allait agiter ses petits bras, arrêtez de vous faire la guerre parce que la guerre c'est mal. Et pour le coup c'est effectivement une réussite de l'ultra-gauche d'avoir imposé l'agenda de pays étrangers au cœur des discussions politiques en France. C'est complètement fou. La majorité des Français s'en fichent. Le gouvernement français n'a absolument rien à voir dans cette histoire, mais on va continuer à nous parler de ce conflit pour pouvoir rassembler les forces vives de la racaillosphère dans les blocages du pays à venir. Finalement, on va voir ce que cette candidate première ministre nous dit de ses confrères du RN. On a entendu notamment le président de la République dire ce n'est pas une bonne chose, pour reprendre ces termes, eh bien, d'avoir aucun poste pour le RN à l'Assemblée, alors qu'ils ont fait 11 millions de voix au premier tour. Ça vous choque, vous aussi, ça, ou pas? Ce qui me surprend, ouais, c'est l'importance que porte le président de la République au sujet porté par le RN. Lors de sa dernière intervention, où il a balayé l'idée de nommer quelqu'un du nouveau Front populaire Premier ministre, le président de la République a parlé quasi exclusivement de sécurité. Le niveau des Français préoccupés par la question terroriste n'a jamais été aussi bas. Aujourd'hui, ce qui intéresse les Français, ce sont leur pouvoir d'achat et les services publics. Voilà, mais vous noterez quand même l'habileté rhétorique de cette dame qui a été bien formée, qui s'est bien formée dans ces grandes écoles. On écarte le fait qu'il y ait effectivement un déni de démocratie, c'est-à-dire que le Parlement s'est assis sur l'opinion d'un tiers des Français, et on utilise une petite diversion. Ce n'est pas le sujet qui préoccupe les Français, ce qui préoccupe les Français, ce n'est certainement pas la sécurité, et là je vais me permettre de débunker ce qui est purement et simplement
un mensonge, parce qu'on a les chiffres, enfin, évidemment qu'on a les chiffres. Et donc on voit que les Français sont préoccupés par l'inflation, et ce serait bien que la Première ministre nous explique comment ils vont remettre de l'argent dans la poche des Français en augmentant les impôts. Ça, je comprends pas en fait comment ils imaginent qu'on peut comme ça impunément augmenter les impôts dans le pays qui est le pire enfer fiscal de la planète, en imaginant que ça va redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et ensuite, quand on regarde, ce qui vient ensuite, c'est évidemment la criminalité et la violence. Et voilà, moi je veux bien qu'on se dise oui, il faut arrêter les conflits au Proche-Orient. En attendant, la France est le pays d'Europe qui est devenu le plus violent. Voilà, donc je pense que là, on aurait peut-être un intérêt à se focaliser là-dessus. Et en plus, les sondés vous disent, à leur avis, ce sur quoi il faudrait travailler pour pouvoir réduire la criminalité et la violence. Oh, flux migratoires. C'est les flux migratoires qui arrivent ensuite. Et ça, évidemment, criminalité, violence et flux migratoires, la gauche ne vous en parlera pas. La gauche fera comme si ça n'existe pas. La gauche utilisera des diversions. Non, mais ce qui préoccupe les Français, c'est le pouvoir d'achat, donc on va leur augmenter les impôts et comme ça va leur faire du bien. Et si la gauche continue d'exclure ces sujets de son agenda, vous avez bien compris pourquoi. Parce qu'ils ne veulent pas braquer leurs clients actuels, à savoir la racaillosphère, et parce qu'ils veulent également continuer d'importer leurs clients de demain. Commence à connaître les recettes de la gauche. Alors pour le reste de l'actualité, vous l'avez vu comme moi, on va avoir bientôt des sujets de censure, des sujets de restriction de la liberté d'expression, car vous l'avez vu comme moi, l'Arcom, la soi-disant autorité indépendante, a décidé de supprimer C8, et c'est fou en fait parce que on se rend compte que dans le contexte actuel, Cyril Hanouna était devenu un dissident. Cyril Hanouna donc qui invitait des gilets jaunes pendant la crise des gilets jaunes, qui invitait des gens qui parlaient de liberté pendant la crise du Covid, et qui traitait les députés du RN et les représentants du RN comme des gens normaux et pas comme des pestiférés. Eh bien on l'a fait taire, et je suis à peu près sûr qu'une fois que l'Arcom aura terminé de faire le ménage dans les médias traditionnels, ils s'attaqueront aux youtubeurs, ils s'attaqueront aux créateurs de contenu, sauf si on est capable de créer un véritable mouvement d'opinion au service des créateurs de valeur, au service des payeurs d'impôts, au service de ceux qui en ont marre de se faire tondre. Et c'est pour ça, encore une fois, je vous encourage vivement à commencer à créer du contenu. Et si vous voulez créer du contenu efficace et apprendre à bien le monétiser, je vais vous envoyer une série d'articles à partir de samedi prochain, et pour recevoir ces articles, vous avez le lien sous la vidéo, ça s'appelle le Cercle des Orateurs, et je vous y retrouve. Et par ailleurs, en fait, le Cercle des Orateurs, c'est un peu un backup, c'est-à-dire que ça me permettra de continuer à communiquer avec l'ensemble de ceux qui le souhaitent, si d'aventure ma chaîne venait à être censurée. Mais je pense que la liberté d'expression, c'est important. La liberté d'expression se perd quand on ne l'utilise pas, et en attendant, je vous invite à me soutenir, à vous abonner et à partager cette vidéo. Ceci étant dit, on va maintenant continuer à poser des jalons sur notre liberté, et on va parler investissement. Bien, côté investissement, on a enchaîné pas mal de séances de baisse, si bien que c'est pas impossible que la valeur totale du compte repasse sous les 100 000 € dans les prochains jours. De toute façon, si le marché a envie de baisser de 10%, de 20%, de 50%, on ne peut pas y faire grand chose. Et je vous rappelle d'où vient cette baisse selon moi, et c'est ce qui me fait dire que ça va pas durer forcément très longtemps, à part la baisse du marché français. Le marché français, il peut très bien faire un tunnel là et se cracher vraiment vu la situation politique du pays. Mais pour ce qui est du marché américain, ça vient du fait qu'on est sur des niveaux de valorisation qui sont élevés, et donc dans ce contexte, si les résultats des entreprises ne sont pas exceptionnels, et les gros investisseurs ont tendance à se dire ok, ça risque de pas monter encore très haut, donc on va alléger les positions, et c'est ça qui, selon moi, explique cette baisse des marchés. Le fait est que les résultats des entreprises sont plutôt solides. Les résultats de Google étaient pas mal, les résultats de Visa étaient pas géniaux, mais c'était pas mal, donc il y a pour moi pas d'inquiétude à avoir. Les résultats d'Nvidia étaient plutôt bons, donc je vois pas de manière de s'en faire, surtout quand on a une approche à ETF, et ce portefeuille, vous le savez, il a vocation à être surtout passif. Et là vous voyez l'autre volet de ma stratégie, c'est que j'investis dans les ETF à dividendes.
dividendes, les ETF qui versent leurs dividendes. Et donc là, vous voyez que j'ai mon ETF du monde entier qui vient de me verser son dividende, et ça me permet de clôturer le total des dividendes que j'ai reçus en juillet, et pour ce mois de juillet, j'ai reçu 340 € en dividendes, ce qui en fait un mois qui est assez sympathique, et vous voyez qu'on a cette belle progression que j'aime bien voir et que je cherche avec ces stratégies, à savoir me constituer au fur et à mesure un flux continu de dividendes croissant. Et le gros intérêt, c'est que quand les marchés baissent, eh bien vous pouvez augmenter vos rendements et vous pouvez vous rapprocher de vos objectifs d'indépendance financière beaucoup plus rapidement. Et même avec ces petites sommes, hein, le fait de toucher 500 balles en dividendes, 300 balles en dividendes, ça veut dire que j'ai l'impression d'avoir quelque chose comme une ligne de revenus supplémentaire, quelque chose qui va devenir un vrai complément de revenus, et même quand les marchés baissent, ça me motive à investir parce que je sais que ça me permet d'augmenter la vitesse à laquelle ça avance. Et ça avance d'autant plus vite que les ETF dans lesquels j'investis, je les ai sélectionnés parce que pour leur croissance, hein, parce que là on est sur un ETF qui vous propose une belle appréciation du capital, mais ce sont des ETF qui vous proposent également une belle appréciation du dividende. Et là vous voyez que j'ai touché 17 centimes et demi par part d'ETF, ce qui veut dire que c'est une belle augmentation par rapport à l'année dernière. Et si on regarde historiquement à quelle vitesse le dividende de cet ETF s'est augmenté, depuis 2020 le dividende a augmenté de 41%, et si on remet ça en croissance annualisée, on est à 9%. C'est ça qui est cool en fait, c'est que là je suis en phase de capitalisation, donc j'augmente mon revenu en investissant régulièrement et en réinvestissant les dividendes, mais j'ai également cette augmentation de revenus, et l'objectif c'est de se composer un portefeuille d'ETF dont la croissance du dividende bat largement l'inflation. Pour le jour où vous serez en phase de consommation, eh bien vous continuerez à vous enrichir mois après mois. Et ce document que vous voyez, ça fait partie des documents que vous pouvez télécharger sur la page Patreon. C'est un document que je mets à jour une fois par an pour les abonnés de la page Patreon. Et vous avez également un autre document où ça vous montre combien les ETF ont rapporté en termes d'appréciation du capital. Et vous avez également un document qui vous montre à quelle régularité distribuent les ETF. Comme ça vous permet de lisser votre revenu. Vous en avez certains qui vont verser le premier mois du trimestre, d'autres le second mois du trimestre, d'autres le troisième mois du trimestre, et ça permet comme ça de lisser son revenu pour avoir véritablement l'équivalent d'un salaire mois après mois. Je vous rappelle donc que vous avez tous ces documents d'aide à la décision sur la page Patreon. Pour le reste, je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, ça se passe avec mon lien affilié que vous avez sous cette vidéo pour commencer à investir avec ce courtier, et grâce à mon lien affilié, vous aurez le droit à 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.